Alors, salut la famille. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va, ça va. Le moral, il était bas, mais il est en train de monter petit à petit. Je suppose que vous êtes sans ignorer que, plutôt, vous n'êtes pas sans ignorer qu'actuellement, les États-Unis, le pays, en fait, je veux dire, est dominé actuellement par les violences, 30 policiers, manifestants, tout ça, machin, avec beaucoup de choses qui vont avec, tout ça, la destruction, les biens publics, tout ça, un tas de trucs, tout ça. Mais tout ça a une cause, d'accord? C'est dû à la mort des Noirs, d'accord, qui a été asphyxié par par un policier. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé cette vidéo-là pour expliquer un peu, d'accord, d'où tout ça vient en fait. Et en même temps, faire comprendre à plusieurs personnes ce que c'est que être noir aux États-Unis. Cette vidéo n'a pas pour objectif d'attiser la haine ou encore de vous inciter à la violence, mais c'est pour plutôt vous amener à comprendre pourquoi on a abouti à ça aujourd'hui. On a abouti à ce genre de choses aujourd'hui. D'accord? Je suis votre frère Yves que la chaîne c'est Yves aux USA. J'espère que vous êtes bien installé parce que c'est parti. Alors salut les amis, donc aujourd'hui je vais faire cette vidéo là étant arrêté avec votre permission, j'espère que vous me voyez. Alors aujourd'hui cette vidéo là va porter sur être noir aux États-Unis. Alors l'objectif de la vidéo, comme je l'ai dit, c'est pas pour vous inciter à la haine, mais puisque ma chaîne parle en majorité de la green card et l'immigration aux États-Unis, et je pense que nombreux d'entre vous forcément viennent de l'Afrique. C'est vrai que peut-être j'ai des abonnés qui viennent de partout dans le monde, mais nombreux sont mes abonnés qui sont noirs, d'accord? Et je voulais parler un peu de ce que c'est que être noir aux États-Unis. Alors, c'est pour vous aider à prendre les dispositions, c'est pour préparer votre morale aussi à certaines réalités ici. Et voilà. Alors, je vous apprends rien. Vous savez très bien que cette histoire-là ne vient pas d'aujourd'hui, d'accord? Nous tous, on a fait les études primaires où il y a eu l'histoire de l'esclavage, tout ça, machin, de travail forcé. Et donc, avec le commerce triangulaire, d'abord avec la découverte de la terre américaine, que voilà, les premiers explorateurs ont trouvé riches, il fallait trouver la main-d'œuvre. Donc, on partait acheter des esclaves noirs en Afrique et on les amenait aux États-Unis pour travailler, d'accord, pour vraiment exploiter, qui à l'époque, selon ceux qui étaient là, trouvaient que la terre était encore sous-exploitée. Donc, il fallait bien l'exploiter. Donc, les États-Unis, un pays riche. Et c'est comme ça, les Noirs ont été envoyés ici pour travailler. Et au fur et à mesure, il y a l'évolution des choses, il y a eu des plaintes, il y a eu des constats que c'est une injustice, tout ça. Et c'est surtout l'ère du président Abraham Lincoln. Je pense que nombreux sont d'entre vous qui connaissent un peu ce qui était le président Abraham Lincoln. C'est quelqu'un qui a beaucoup lutté pour l'égalité, d'accord, de tous les Américains. Et l'esclavage était beaucoup développé au sud des États-Unis, d'accord. C'était beaucoup développé au sud et au nord, c'était pas vraiment ça, d'accord. Et le président Abraham Lincoln demandait à ce qu'on arrête l'esclavage dans le sud. Et le sud a dit non, mais c'est sur ça notre économie est basée. Parce que comment ça fonctionnait? Je prends par exemple, si moi j'ai une entreprise et puis il y a 10 employés, j'ai des revenus, mais en même temps je dois payer mes employés. Ça fait beaucoup d'argent. Or, les esclaves, une fois achetés, c'est fini. Ils n'ont pas droit à un salaire, tout ça, machin. Ils sont ta propriété privée. Et ils étaient censés travailler uniquement que pour toi. Donc, en tout cas, ils étaient des hommes à tout faire. Et vous savez, voilà, nous les Noirs, nous sommes robustes, nous sommes solides. Voilà, tout et tout par rapport à, en général, les Blancs qui sont un peu plus faibles, tout ça. Donc, les Noirs étaient beaucoup utilisés pour beaucoup de choses, tu vois, pour construire des chemins de fer, pour construire des grandes bâtisses, des entreprises, tout ça, machin. Donc, voilà, c'était de la bonne main-d'œuvre et surtout moins cher. Parce qu'une fois acheté, tu deviens la propriété de celui qui t'achète et tu n'as pas droit à un salaire, en fait. Donc, c'était très bon et ça faisait beaucoup d'économies. Ça faisait rentrer beaucoup d'argent pour ces entreprises-là à l'époque ou encore pour ces personnes-là à l'époque. Mais le président Abraham Lincoln disait que non, mais c'était une injustice. C'est pas normal. Il faut arrêter, il faut se conformer à l'égalité de toutes les personnes. Et ça a créé une guerre. Et ça a créé une guerre. Ça a créé une guerre. C'était surtout la base de la guerre de la sécession. D'accord? À l'époque. Et ça a créé une guerre
Mais le président Abraham Lincoln, étant le président des États-Unis, a tout fait pour assiéger, sinon je vais dire libérer carrément voilà, le sud de tous ces abus-là, tout ça, jusqu'à ce que ça aboutisse à l'époque à l'abolition de l'esclavage. Ok, super. L'esclavage obtenu. D'accord, ok. Mais il faut savoir que l'économie en général était beaucoup basée sur ça, puisque c'est à partir de là, beaucoup d'entreprises ont connu leur essor. Il y avait environ plus de 4 millions de personnes, des esclaves, qui, après l'abolition de l'esclavage, sont libres. Il n'y a plus de main-d'œuvre. Or, c'est cette main-d'œuvre-là qui aidait l'essor, sinon le développement de toutes ces entreprises. Que faire? Qu'est-ce qui devait se passer? Quelle nouvelle solution, quelle nouvelle approche qu'il fallait avoir pour voilà, remettre sur pied l'économie? Alors, donc, si vous venez de prendre cette chaîne en marche, c'est la chaîne Yves aux USA. Voilà. Vous savez, ici, c'est une chaîne d'abord qui est basée d'abord sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et surtout le dynamisme de la jeunesse mondiale, mais notamment de la jeunesse africaine. D'accord? Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification de telle sorte qu'à chaque fois qu'il y a des activités sur cette chaîne, qu'on vous signale, il y a un direct, il y a une vidéo qui a été ajoutée, tout ça, machin. Abonnez-vous au maximum et je vous conseille de sensibiliser votre entourage, votre communauté, votre pays, de venir s'abonner à cette chaîne pour qu'on soit encore une grande communauté. Abonnez-vous massivement. Et je profite pour vous dire merci pour votre engagement vis-à-vis de ma chaîne. Alors les amis, on continue notre histoire. Alors, donc, il y avait 4 millions de personnes qui étaient esclaves, maintenant devenues libres. Mais que faire? Comment faire? Vu que l'économie était basée sur eux, ces personnes-là. Sinon, on va dire elles, ces personnes. Mais il fallait trouver encore une autre astuce, tout ça, machin, pour toujours profiter d'eux. Mais à la même époque, il y a eu le 13e amendement, d'accord, qui avait été inséré dans la Constitution américaine, qui disait que tous les Américains seront traités de façon égale. C'est-à-dire tout le monde a le même droit, sauf les criminels. Vous savez, les hommes de droit, vous le savez, dans toutes les lois, il y a toujours une faille. Et la faille, c'était ici. Tout le monde a le même droit, sauf les criminels. Et donc, à l'époque, des grands hommes, des grands chefs d'entreprise ont utilisé ça à leur guise. Tout le monde peut être égal. Mais, sauf les criminels. Ok. Donc, à partir de là, il fallait maintenant transformer cette notion de noir-là en criminalité pour leur faire perdre en fait leurs droits. Vous voyez? Et c'est là les choses sont parties. Vous voyez? C'est là les choses sont parties. Et avec le président Nixon, le président Richard Nixon, cette affaire-là a vraiment pris de l'ampleur. Oh non, voilà, tout et tout, il fallait lutter contre la criminalité, mais en réalité, il fallait lutter contre le peuple noir. Il fallait lutter contre le peuple noir. Parce que c'était une main-d'œuvre. Vous savez, nous les Noirs, nous sommes solides, c'était une main-d'œuvre. Et c'est là que tous les problèmes sont partis. On parlait plus de lutter contre la criminalité, on parlait plus de lutter contre, contre cette liberté de Noirs. Et c'est comme ça que les choses sont parties. Et dans la télé, dans les radios, tout ça, la communication tournait autour de ça. Or, à l'époque aussi, vous savez qu'il y avait aussi des taux de criminalité aussi qui augmentaient. Du coup, on utilisait la peur de tous les Américains pour développer cet esprit-là. Vous savez. Et c'est comme ça que les choses sont parties. Donc, on collait le fait d'être noir à la criminalité. Et c'est comme ça que les choses sont parties. Et au fur et à mesure, les choses évoluaient jusqu'à l'arrivée du président Ronald Reagan, qui lui encore a amplifié. Et il a développé l'histoire de lutter, pas seulement contre la criminalité, mais aussi contre la drogue. D'accord? Et encore, c'était encore un autre langage, mais qui était plutôt collé encore au peuple noir. Vous voyez? Et c'est comme ça que les choses se sont empirées au fur et à mesure, et ils ont collé l'étiquette de la criminalité et de la drogue au peuple noir. Du coup, les Blancs, en général, ce n'était pas forcément leur faute, mais ils ont été éduqués comme ça, en fait. Ils ont été éduqués comme ça. Et cet esprit-là, même à un moment donné, même les Noirs ont commencé à comprendre que, mais on dirait que nous sommes dangereux. Tellement la propagande était forte, tellement la communication était forte. D'accord? Tellement la communication était forte. Et ça a été un gros problème. Un gros problème. Et c'est ce qui a affecté et a impacté jusqu'à aujourd'hui les réalités du monde aujourd'hui. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer après?
Déjà en 1981-82, il y avait les élections où les démocrates voulaient coûte que coûte prendre le pouvoir parce qu'à l'époque c'était les républicains, hein. C'était la plupart des présidents c'était les républicains. Alors je fais aussi voilà, cette précision là, je ne suis pas en train de chercher à déplier un parti politique républicain ou démocrate tout ça, mais c'est l'histoire qui nous ramène ça, d'accord? C'est l'histoire qui nous ramène ça. Et je m'excuse un peu, hein, je suis dans la vidéo, je lève un peu le temps parce que vous voyez c'est une sensation forte, c'est une sensation forte, c'est un cri de cœur et c'est quelque chose que je vais exprimer pas forcément avec la violence mais au moins avec la parole, les conseils et surtout la méditation à ce sujet. Il faut que ça cesse. Il faut que tout le monde soit traité au même niveau. Et donc, en 1981-82, il y avait l'histoire de la présidence des États-Unis qui vraiment était spéciale. Et les démocrates, en 1982, ont perdu les élections. En 4 ans après, je pense bien, c'est ça. Il y a 4 ans après, ils ont perdu encore tout ça, machin. Et ils se sont rendus compte que, écoute, les républicains utilisent surtout la criminalité, la lutte contre la drogue, tout ça, pour aussi rabaisser un peu le peuple noir, tout ça, machin, tout et tout. Et ça leur permettait de gagner les élections. Pourquoi aussi ne pas aussi toucher ça? Et le problème est parti de là avec le président Bill Clinton. Et le problème est parti de là avec le président Bill Clinton. Et surtout avec l'arrivée du président Bill Clinton dans les années 1994, il a introduit une loi qui demandait, non seulement dans un premier temps, à vraiment renforcer les pouvoirs de la police, leur donner la force, le pouvoir de vraiment utiliser tous les moyens nécessaires pour arrêter les criminels et les consommateurs de la drogue. Mais en réalité, ce n'est pas forcément les blancs, c'était des noirs. Parce que ce que vous devez savoir, à l'époque, et même de nos jours aujourd'hui, un blanc, d'abord un noir peut être arrêté et mis en prison pour toute sa vie, pour une simple consommation d'une petite dose de drogue. Mais un blanc, on peut juste l'arrêter là, le chicoter 2-3 jours et puis le laisser partir. Donc les noirs étaient jetés en masse en prison. Ils étaient jetés en masse en prison. Et on avait donné la force à la police de vraiment faire cette lutte-là, de vraiment faire ce combat-là vis-à-vis de tout ce peuple-là. Alors, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Dans la même loi, il va aussi signaler que, ça dit que quand tu es arrêté, parce qu'à l'époque, il y avait le fait de la liberté conditionnelle. C'est-à-dire que lorsque vous êtes arrêté et qu'on se rend compte que vous ne représentez plus un danger pour la société, on dit, bon, voilà, il est peut-être été condamné à 15 ans, mais bon, après 5 ans déjà, on voit que le gars s'est rangé, son comportement a changé, il peut retenir dans la société. Non, à cette époque-là, ils ont instauré une loi qui a annulé cette affaire de libération conditionnelle. Tu vas en prison. Et à cette époque-là aussi, ils ont ôté un peu le pouvoir au juge, qui était la seule partie, on va dire, impartiale dans des procès. D'accord? Tout le monde sait ce qu'est la justice. Et le juge est la seule personne qui est impartiale, qui regarde le plaignant, les défendants et le jury. Et après lui-même, il prend une décision. D'accord? Mais on leur a ôté ce pouvoir-là et on leur donnait des directives où il fallait leur donner au moins des peines minimales. C'est-à-dire, telle personne a fait ça, au minimum, cette personne doit faire 20 ans. On ne regarde pas les circonstances atténuantes, les circonstances aggravantes. C'est pareil, c'est en fonction de ça on juge. Ah bon, il y a eu telle bagarre, mais bon, c'est pas exprès, et puis il a tué, donc bon, on peut lui donner 1 an, 2 ans. Non, non, à cette époque, tu es retenu coupable de quelque chose, c'est minimum 20 ans, 15 ans, tout ça, machin, tout. Donc le peuple noir en majorité a été jeté en masse en prison. En masse en prison. Mais regardez, quelles sont les conséquences? Des familles évoluaient sans leurs enfants. Des enfants grandissaient sans leur papa à côté d'eux. Et ces choses-là se multipliaient de communauté en communauté. Mais ces enfants-là, quand ils grandissent là, vous voulez qu'ils deviennent quoi? Vous voulez qu'ils fassent quoi? Vous voulez qu'ils aient quelle éducation? Surtout quand leur famille leur apprend que voici ce qui s'est passé, voici comment ils ont envoyé ton papa en prison, voici ce qui s'est passé, voici comment on traite le peuple noir. Les enfants grandissent avec quoi? Un esprit de délinquance, un esprit de révolution, un esprit de... Et c'est comme ça, en fait, les choses se sont passées. Et à l'époque, l'histoire de juste coller l'étiquette de criminalité et de consommateur de drogue au peuple noir a commencé un peu à devenir une réalité puisque ça créait de la révolution. Et de telle sorte que quand un noir même voit un policier l'approcher, sans réfléchir, il est énervé parce qu'il se sent vraiment étiqueté et il voyait déjà l'histoire du racisme. D'accord? Et ça créait des tensions toujours entre les policiers comme ça et les noirs.
D'accord? Et c'est en ce moment-là, il y a eu le mouvement de la révolution, il y a eu le mouvement des droits civiques, d'accord? Des droits civiques, tout ça, machin. Et c'est en ce moment-là, il a commencé à avoir des leaders comme Malcolm X, Martin Luther King, voilà, Angelina Davis, tout ça, ces personnes-là, tout ça. Et à un moment donné encore, les gens se sont rendus compte que, mais attends, si ceux-là, ils ont des leaders, c'est pas possible. Ça ne faut pas nous arranger. Ça va toujours les... Et il y avait un certain Fred Hampton, qui, lui, à lui seul, avait la capacité de réunir et les peuples noirs, et les peuples blancs, et les latinos, tout ça, machin. Et il leur dit que non, nous sommes un. Nous ne devons pas nous entoucher entre nous, tout ça. Et à un moment donné, ça a commencé à prendre. Ça a commencé à prendre. Mais le problème, c'était quoi? Mais attends. Si on réussit à réunir tous les Américains et leur donner l'impression que nous tous nous sommes un, mais notre système peut baisser. Parce que le peuple noir est surtout notre main-d'œuvre. Le peuple noir est, on va dire quoi, la matière à exploiter. Mais si on est tous au même niveau, on ne pourra plus faire certaines choses avec eux. Et il fallait éliminer ces leaders-là. Et ça, en ce moment-là, le FBI a eu vraiment un essor. Ils ont donné le plein pouvoir au FBI pour détruire toutes ces choses-là, pour détruire tout ce système-là, pour détruire vraiment les leaders. Mais écoutez, certains se sont posé la question, mais ils étaient tout le temps attaqués, mais pourquoi eux aussi ne cherchaient pas à se défendre? Mais écoutez, si tous vos leaders sont tués, si tous vos leaders sont envoyés en exil, si tous vos leaders sont maintenant obligés de se cacher et ne plus se mettre en public, puisque par exemple, Fred Hampton a été tué dans l'Illinois à Chicago, il a été tué comme un chien, il dormait avec sa femme qui était enceinte, ils ont mitraillé tout son appartement, les deux sont morts. Mais quand tu vois ça, tu as peur. Quand tu vois ça, tu ne peux plus te mettre au devant de certaines choses, de certains mouvements, des droits civiques ou encore des droits de noirs. Donc ça a vraiment cassé et ça a affaibli le peuple noir devant le grand Bill Clinton. Si vous voyez, beaucoup d'Africains pensent que Bill Clinton c'était quelqu'un de vraiment super. Non, non, c'est quelqu'un qui à un moment donné a attisé la haine, qui a, surtout avec sa loi qu'il a introduite en 1914 au Sénat, qui a vraiment gâté les choses. Mais un peu plus tard, il a reconnu son erreur avec sa femme, Hillary Clinton. Mais c'était déjà tard. Vous voyez, c'était déjà tard. Parce que en fait, le peuple démocrate, le peuple qui était là, qui essayait un peu de défendre la cause des Noirs. Voilà pourquoi beaucoup d'Américains noirs sont beaucoup plus démocrates. Mais avec Bill Clinton, ça a vraiment cassé un peu les choses. Et à un moment donné, ils se sont rendus compte qu'ils étaient en erreur. Et ils ont reconnu. Ils ont dit que non, on a exagéré. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui, peut-être avec une peine, de petite peine, aujourd'hui, là, seraient libres. Mais on les a emprisonnés pour de longues durées, pour toute leur vie, tout ça, machin, ça a vraiment détruit le peuple américain. Et là, on reconnaît notre erreur, mais bon, malheureusement, ce qui devait arriver est arrivé. Et c'est comme ça les choses se sont passées. Donc déjà, le peuple américain en général a été éduqué de cette façon, d'accord? Où il fallait montrer que le peuple noir ou que le noir représentait un danger pour la société en général, sinon pour la communauté blanche, d'accord? Où on les traitait de violeurs. Il y a eu, c'est pas en 1992 ou en 1994, l'histoire de Central Park, d'accord? L'histoire de Central Park où une fille blanche a été violée par un blanc, mais il n'a pas été retrouvé. Et à cette même période-là, dans le même endroit, des jeunes noirs se retrouvaient tous les soirs là à Central Park, c'était à New York, pour aller jouer entre eux, tout ça, machin. Et quand la police est arrivée, la police a vu ces jeunes en train de jouer et la fille violée de l'autre côté. Donc il fallait forcément trouver un coupable. Et ils ont essayé de coller ça aux enfants là. Vous pouvez chercher sur Netflix, vous allez voir que ils ont vraiment cuisiné les enfants et les amené à faire croire que ce sont eux. Et à un moment donné, les enfants eux-mêmes ont cru que ce sont eux qui ont fait ça en fait. D'accord? Et ces enfants-là ont été emprisonnés. Mais étant en prison, le coupable de celui qui a violé la fille, à l'époque, lui aussi, il avait fait un autre truc quelque part, où finalement il a été arrêté, mais pas pour le viol qu'il avait commis, mais pour un autre truc. Et il s'est retrouvé en prison, les enfants-là. Et un jour dans les échanges, il s'est rendu compte que mais les enfants-là, ce sont eux qui ont été arrêtés pour ce que lui, il a fait. Mais il n'a pas été arrêté pour ça. Donc il a demandé à parler en public, et il a dit clairement qu'à l'époque, l'histoire de ce qui s'est passé à Central Park, c'est moi qui avais violé la fille, c'est pas les enfants. Et c'est comme ça les enfants-là ont fini par être libérés. Vous voyez déjà, ces enfants-là simplement déjà, ils ont grandi, ils ont la trentaine, quarantaine. Les enfants ont grandi derrière eux, par exemple. Les familles ont grandi, ont évolué sans eux, avec la haine, avec l'histoire d'être accusés à tort. Vous voyez ce que ça a créé dans la communauté américaine en général. Donc le noir avait été toujours étiqueté des criminels de dangereux pour la société. D'accord? Et ce plein pouvoir qui était donné à la police, c'est ce qui aujourd'hui, ce qui se passe.
Le policier, quand il voit un noir, déjà, il voit déjà un danger, il voit déjà la drogue, il voit déjà la criminalité. Mais ce n'est pas tous les noirs qui sont criminels. Ce n'est pas tous les noirs qui sont dangereux. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est comme ça que le peuple américain a été éduqué. Et comme je l'ai dit, mais à un moment donné, même les noirs eux-mêmes, avec la propagation de la communication, se sont dit, mais attends, nous sommes réellement dangereux. Et à un moment donné, il y avait des noirs même qui avaient peur des noirs. Vous voyez? Et vraiment, ça a créé toute une cacophonie dans cette affaire. Alors les amis, encore une fois, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification parce que ici, il y a des vraies informations à la franchise. Et je fais cette vidéo là pour vous dire quoi? Voici ce qui s'est passé en général. Et aujourd'hui, les policiers ont tendance toujours à voir le noir comme un dangereux. D'accord? Donc, quand il y a un appel, ou bien il y a quelque chose, il y a un braquage quelque part, ou bien il y a quelque chose qui se passe, tous les noirs déjà qui se trouvent autour, innocents ou pas, on les arrête avec une certaine violence qu'on ne peut expliquer. Et il y a eu parfois même qu'on se rend compte qu'après, bon, voilà, il n'en était rien. Il y a une vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux où des policiers étaient allés accoster un monsieur et ont voulu l'arrêter de façon violente. Mais très rapidement, ils se sont rendus compte qu'ils sont trompés les personnes. Et même, ils avaient honte. D'accord? Certains racontent que, bon, le monsieur qu'ils ont arrêté, qu'ils ont libéré, c'est un agent du FBI, blablabla. Mais une chose est sûre que c'est l'approche déjà qui est déjà mal gérée. Vous voyez? Et donc, au vu de tout ça, au vu de tout ce qui se passe, et même aujourd'hui, dans la communauté aujourd'hui, dans notre vie quotidienne, moi, il y a des magasins, par exemple, je vais pour acheter mes habits. Quand tu rentres, on ne te regarde pas parce que tu es noir. Tu rentres, il faut on te fasse chercher, tu vas partir. Mais dès que tu rentres, derrière toi, s'il y a des blancs qui sont en train de rentrer, on vient les accueillir. Ah, comment vous allez? Bienvenue, on peut vous aider. Vous voyez déjà? Parce que le monde aujourd'hui, déjà, maintenant, la discrimination ou bien le racisme n'est plus frontal. D'accord? Quand il dit frontal, on oublie de votre dire, hey, toi là, sale nègre. Non, non, non. C'est dans le comportement, c'est dans la société, dans les entreprises, des choses. C'est comme ça maintenant, ça se passe. Et le plus gros problème, et ça, c'est ce que je déplore, et c'est ce qui concerne beaucoup plus le peuple africain. Les Noirs américains, certains d'entre eux ont tendance à croire qu'ils sont supérieurs que les Africains. Les Noirs américains ont tendance à croire qu'ils sont supérieurs que les Africains. Déjà, vous avez déjà un problème avec la communauté américaine en général, sinon les Blancs. Cherchez à vous stabiliser à ce niveau. Mais vous cherchez aussi déjà à attaquer vos ancêtres qui sont le peuple africain. Vous voyez? Donc, il y a des Noirs américains qui ont tendance à croire qu'ils sont supérieurs aux Noirs africains. Là encore, ça cause encore un autre problème. Moi, j'ai vécu 2 à 3 fois déjà au travail, où les Américains noirs qui ne cherchaient pas à causer avec moi, ou bien qui cherchaient à me nuire au travail, à aller voir le superviseur, lui, il est comme ça, il ne travaille pas, il est paresseux, tout ça. Des choses comme ça. En fait, c'est tout un problème, d'accord? Donc, c'est tout un problème. Et là, je me suis rendu compte que mes gars, certains d'entre eux vraiment sont inconscients. Sinon, par contre, il y a des Noirs américains qui sont super. Moi, j'ai beaucoup d'amis noirs américains avec qui vraiment j'ai de très bonnes relations. Et même, il y a des Blancs qui sont bien. Il y a des Blancs qui prennent trucs d'enseignement avec moi concernant l'Afrique, tout ça. Il y a un qui est récemment allé se marier en Afrique, il est carrément resté en Afrique du Sud. Voilà, un doyen du travail. Ce n'est pas tous les Blancs qui sont dangereux. Ce n'est pas tous les Blancs qui ont tendance à... Mais le problème, c'est que le système déjà a déjà modélisé la conscience de tout le monde. Et beaucoup ont grandi dans cet état d'esprit-là. Et malheureusement, c'est ce qui est là aujourd'hui. Donc, vu les violences, vu l'histoire, tout ça, machin, ça a bouleversé beaucoup de personnes. C'est ce qui crée aujourd'hui les manifestations partout dans les États-Unis. D'accord? Les gens se sont dit, écoutez, voilà, c'est la goutte qui a fait déborder le vase. C'est un peu de trop. Il faut arrêter. Il faut dire non. Et vous voyez, dans les manifestations, il y a des Noirs. Mais surtout, il y a des Blancs. Ils ont vu que c'est de l'injustice. Ils ont vu que c'est pas bon. C'est pas tous les Noirs qui sont mauvais. Moi, au travail, il y a un Noir du nom de Dodi. Mais c'est quelqu'un qui m'aime tellement bien. Il me trouve intelligent, il me trouve super, il me trouve cool. Il dit, mais les gens ont une mauvaise idée. Non, regarde-toi, tu es super, tu es cool. Et on discute souvent des sujets comme ça. Et alors, donc, l'objectif de la vidéo, comme je l'ai dit, c'est pour sensibiliser surtout ceux qui viennent aux États-Unis, surtout les Noirs. D'accord? Préparez-vous à ça. Voilà, il va arriver des moments que vous serez minimisés. Il va arriver des moments où les gens ne vont pas vous prendre au sérieux. Ils ne vont pas vous respecter. Ils ne vont pas vraiment vous donner vos droits. Ils ne vont pas vous considérer en tant que des personnes normales. D'accord? Il faut être préparé psychologiquement. Mais ne cherchez pas plutôt à revendiquer. Ne cherchez pas plutôt à faire de la guerre, de la violence, de la brutalité. Mais ayez un comportement qui va les amener à avoir honte. D'accord? Être fair play, se mettre au-dessus de ça surtout. Mais en même temps, se faire respecter
de la plus meilleure des manières, leur dire clairement que vous êtes même chose comme eux, d'accord? Mais ne pas répondre par la violence. Vous savez, quand vous êtes conscient de quelque chose, et que plus ou moins vous savez que ça peut arriver à tout moment, quand ça arrive, vous n'êtes pas surpris pour vous en riez, d'accord? À tel enseigne que la personne, à un moment donné, a honte, puis la personne arrête en fait. C'est la même chose par exemple, ça arrive à tout le monde, quand quelqu'un vient te provoquer, quelqu'un se moque de toi, tout ça, et puis tu le regardes, et puis tu souris. À un moment donné, il a honte parce que ces provocations n'ont pas d'effet. Donc voilà, cette personne va finir par arrêter. Mais c'est par rapport à ça en fait, je voulais que vous prépariez à ça, d'accord? Quand vous serez aux États-Unis, si vous êtes arrêté par un policier, soyez le plus simple possible, le plus courtois. Parce que plus vous essayez de faire quelque chose de résistant, vous jouez les nerveux, il ressemble à un criminel. Parce que déjà, les policiers déjà ont été façonnés déjà, et le peuple américain en général. Je vous dis bien le peuple américain en général, pas seulement les blancs, noirs comme blancs. On finit par tendance à croire que les noirs sont dangereux. Parce que c'est comme ça qu'on les a éduqués. Et c'est ce qui est le gros problème actuellement aux États-Unis. Chaque président essaie d'arranger comme il peut, mais aussi souvent le système l'amène souvent à prendre parti, tout ça, parce que l'économie américaine aussi, il va, vous voyez. C'est-à-dire que, je vais dire, la prospérité de l'économie américaine aussi, voilà, il dépend en fait, vous voyez. Et c'est de ça qu'il s'agit. Donc, quand vous venez aux États-Unis, évitez au maximum les ennuis, évitez les mauvaises compagnies, évitez d'être dans les mauvais endroits, évitez au maximum d'habiter dans les quartiers dangereux, voilà. Et ça me ramène aussi en même temps à des personnes qui aiment tout ce qui est trop moins cher. C'est vrai, il faut chercher des endroits moins chers, les endroits qui peuvent nous aider à économiser, mais éviter les endroits trop moins chers. Donc, quand on parle aussi d'états moins chers, il faut tenir compte de la criminalité, il faut tenir compte du pouvoir d'achat et le travail là-bas. D'accord? Il faut tenir compte de ça aussi dans vos choix des États. Et éviter les communautés trop dangereuses, les communautés où il y a trop de consommation de la drogue. Parce que plus le quartier est moins cher, plus les drogués et encore les personnes vraiment dangereuses y habitent. Parce que c'est des personnes qui en réalité n'aiment pas travailler, mais aiment la facilité et se donnent toujours la consommation de la drogue. Donc, lorsque vous êtes accosté par un policier, soyez le plus simple possible, soyez le plus courtois, tranquille. Lorsqu'il y a des bagarres, il y a des ennuis, éloignez-vous de ça au maximum. Lorsqu'il y a des choses que vous voyez qui peuvent créer après un petit problème, éloignez-vous de ça. Parce qu'à la longue, vous n'aurez jamais raison. Vous n'aurez jamais raison. Je vous le dis. Vous n'aurez jamais raison. Les réalités d'aujourd'hui le prouvent. Il y a une vidéo que j'ai regardée récemment. Un noir et un blanc. Un noir avec une calache sur le dos. Un blanc avait aussi une calache sur le dos. Bon, c'est une mitrailleuse en fait, voilà, une arme de guerre. Mais les deux avaient les autorisations de tenir ces armes-là. D'accord? La première vidéo montre un blanc avec la calache sur le dos, tout ça, machin, en train de marcher dans la rue. Et il y a un policier, un seul policier, il vient, il regarde, et puis il dit, ah ouais, comment tu vas, ça va un peu? Ça va, tu profites de l'après-midi? D'accord, ok, bon, possible de voir ton autorisation pour voir, l'autorisation qui te permet de te tenir cette arme-là sur le dos. Il a regardé, ah ok, cool, cool, tiens, allez, vas-y, cool, vas-y. La seconde vidéo montre dans ce même endroit-là, un noir qui est en train de marcher, où un policier, dès qu'il arrive, il appelle des renforts, en quelques minutes là, lui seul là, il est envahi par 7 à 8 policiers. Et on lui demande pas comment tu vas, ça va. Non, non, non. Couche-toi, sinon ici-toi. Vous voyez déjà, c'est un système qui a modélisé déjà la conscience des Américains en général. Donc, évitez les ennuis, évitez tout ce qui est problème. Si vous avez la green card, vous avez eu le moyen de vivre ici légalement, évitez les ennuis, éloignez-vous de tout ce qui peut vous créer des problèmes. Faites attention à vous. Vivez juste, contentez-vous de ce que vous avez. Parce que le moindre ennui que vous allez vous attirer et qu'il y a une affaire de police qui intervient, vos droits ne seront pas respectés. Et franchement, ça ne sert pas du jeu. Voilà. Parce que vous avez vu, certains se demandent pourquoi il n'y a pas assez d'élites américaines, noires, tout ça, machin. Parce qu'à l'époque déjà, on les avait déjà cassés moralement, on les avait détruits, tout ça. C'est un peu, ça va sortir, la communauté noire, les élites, des intellectuels vont sortir, mais ce n'est pas vraiment pour aujourd'hui. Alors, les gars, vivez tranquille, vivez juste, soyez rangés et faites attention quand vous venez aux États-Unis. Sachez où vous mettez le pied. Et voilà les amis, c'était ma vidéo à moi pour vous aider à vous préparer à ce qui se passe aux États-Unis et à prendre les dispositions. Encore une fois, c'est pas pour vous rendre des rebelles, c'est pas pour vous transformer en des personnes révoltées, c'est pas pour vous inciter à la violence ou à la révolution. Non,
et pour vous préparer. C'est un système qui est déjà là. Ce sera difficile de casser, mais au moins, abstenez-vous de vous créer des problèmes. Abstenez-vous de vous mettre dans ce genre de choses. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Et puis voilà, on est ensemble. Abonnez-vous surtout, ne l'oubliez pas. Merci beaucoup. Et puis allez, ciao, ciao, on est ensemble.